15h au Caire, 13h GMT. Madame, Monsieur, bonjour. Voici le journal que nous commençons tout de suite avec les principaux titres de l'actualité. Le président Abdel Fattah el-Sisi lance la 4e édition du Salon des industries de défense EDEX qui se tient du 1er au 4 décembre au Centre des expositions internationales d'Égypte. Les Égyptiens à l'étranger commencent à voter au premier jour du second tour de la première phase des élections législatives 2025. Et des dizaines de colons pénètrent dans la mosquée d'Al-Aqsa sous la protection des forces de l'occupation israélienne et y accomplissent des rituels talmudiques. Bien, à la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a adressé ses plus sincères félicitations à l'équipe nationale du karaté senior et athlète en besoin spécifique pour l'exploit historique de l'Égypte et qui a dominé le classement général des pays au championnat du monde du karaté qu'elle a récemment accueilli. Le président el-Sisi a écrit sur sa page officielle que cette performance n'est pas moins importante que celle de l'équipe égyptienne d'escrime qui a remporté la médaille d'or à la Coupe du monde des moins de 20 ans à Hong Kong après une prestation honorable à la hauteur du statut et du leadership mondial de l'Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ce matin le coup d'envoi de la 4e édition du Salon des industries de défense EDEX qui se tient du 1er au 4 décembre au Centre d'exposition internationale d'Égypte. Il s'agit du seul événement consacré à la défense et à la sécurité en Afrique et au Moyen-Orient qui offre aux visiteurs une occasion unique de découvrir les dernières technologies, équipements et systèmes. Les détails tout de suite avec Shams Senemi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré ce matin les activités de l'exposition du Salon international des industries de défense EDEX 2025 dans sa 4e édition. Et ceci au Centre des expositions internationales avec la participation de grands exposants et de sociétés internationales dans les domaines de l'armement, des industries de défense et de sécurité, tant au niveau régional qu'international. Ce salon, dont la première édition a été lancée en décembre 2018, est le seul événement consacré à la défense et à la sécurité qui couvre l'Afrique et le Moyen-Orient. Il offre aux visiteurs une occasion unique de découvrir les dernières technologies, équipements et systèmes terrestres, maritimes et aériens. EDEX s'impose aujourd'hui comme l'un des salons de défense les plus influents dans la région, tout en offrant une vitrine exceptionnelle sur les avancées technologiques, les capacités industrielles et la vision stratégique de l'Égypte dans le domaine militaire. Organisé au Caire, l'événement rassemble un large éventail d'acteurs internationaux, fabricants d'armes, spécialistes de la cybersécurité, entreprises navales, aéronautiques et technologiques, aux côtés des institutions militaires égyptiennes. L'exposition se distingue par la diversité de ses secteurs, des systèmes terrestres, drones, équipements navals, innovations aériennes, technologiques de surveillance, solutions de commandement, contrôle, robotique et sécurité numérique. Pour l'Égypte, EDEX représente bien plus qu'un simple salon, c'est une plateforme diplomatique et industrielle essentielle. Le général d'armée, ministre de la Défense et de la Production militaire, Abdelmegid Sakr, a affirmé lors de l'inauguration de la 4e édition du Salon EDEX pour la défense et la production militaire que l'EDEX est considéré comme une plateforme internationale qui présente la technologie la plus moderne dans le domaine de la défense et de l'industrie militaire. Abdelmegid Sakr a ajouté que la possession par l'Égypte de tous les éléments de puissance constitue un investissement dans la paix véritable. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, s'est rendu à la capitale allemande de Berlin dans le cadre d'une visite officielle au cours de laquelle il doit s'entretenir avec son homologue allemand, Johann Ahmad-Fuhl. Au cours de cette visite, Badr Abdelghati aurait également une série d'entretiens avec un nombre de hauts responsables gouvernementaux et parlementaires, ainsi qu'avec les représentants des centres de recherche et les preneurs de décision. Ces entretiens ont pour but de renforcer les relations égypto-allemandes dans les divers
divers domaines et d'échanger les vues sur les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Au cours de cette visite, le chef de la diplomatie devrait également participer au forum des affaires qui se tiendra en présence des PDG des géantes entreprises allemandes pour discuter des aspects de la coopération bilatérale dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement. Les Égyptiens à l'étranger ont commencé lundi à voter au premier jour du second tour de la première phase des élections législatives 2025. Le second tour comprend également la reprise du vote dans 19 circonscriptions annulées lors de la première phase, réparties dans 7 gouvernorats. Au total, 446 postulants sont en lice pour déterminer le gagnant dans ces 19 circonscriptions annulées. Le scrutin se tient dans les sièges des ambassades et des consulats d'Égypte ce lundi et demain mardi, et le bureau de vote s'ouvre à 9h locales de chaque pays et clôture à 21h. Les forces de l'occupation israélienne ont poursuivi leur violation de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza en lançant des nouveaux raids sur des diverses régions de la bande. L'aviation de l'occupation a mené des raids sur l'est de la ville palestinienne de Rafah, dans le sud de la bande, coïncidant avec le bombardement de maisons dans la ville de Khan Younes, dans le sud. Pour sa part, le ministère palestinien de la Santé a déclaré que les hôpitaux de la bande ont accueilli 3 martyrs lors des dernières 24 heures, où le nombre des victimes atteint à présent 356 martyrs et plus de 900 blessés depuis la violation du cessez-le-feu en octobre dernier. En Cisjordanie occupée, 3 Italiens et une Canadienne ont été agressés par des colons et ont été pris en charge hier dimanche à l'hôpital de Jéricho, selon une des victimes. Dans un communiqué, le ministère italien des Affaires étrangères a déclaré que 3 bénévoles internationaux italiens avaient été agressés la nuit dernière par des colons israéliens près de Jéricho. Jérusalem-Est occupée et annexée par Israël. Plus de 500 000 Israéliens vivent en Cisjordanie dans des colonies que l'ONU juge illégales au regard du droit international, dans un territoire peuplé d'environ 3 millions de Palestiniens. Des dizaines de colons ont pénétré la mosquée d'Al-Aqsa sous la protection des forces de l'occupation israélienne et accomplissaient des rituels talmudiques et organisé des tours provocatrices dans l'esplanade de la mosquée. Sur un autre contexte ou un autre plan, des violations israéliennes, les forces de l'occupation ont arrêté ce lundi au moins 16 Palestiniens des villes et villages de la Cisjordanie occupée. D'autre part, les forces de l'occupation ont détenu 44 Palestiniens dans les villages de Beit Figar et Al-Ubaïdeya, dans le gouvernorat de Bethléem, quelque temps avant de les libérer. Le président du Conseil de souveraineté, de transition et commandant des forces armées du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, a affirmé hier, lors de son entretien avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Ramatan Lamarma, la volonté de Khartoum de coopérer avec l'ONU pour faire progresser le processus de paix. Il a déclaré que le gouvernement soudanais souhaite instaurer une paix durable dans tout le Soudan, répondant ainsi aux aspirations du peuple soudanais. Le gouvernement exige que les forces de soutien rapide se retirent des zones occupées et se regroupent dans des lieux convenus, ainsi que le retour des déplacés avant toute négociation. Les chefs militaires insistent sur la nécessité d'une victoire militaire pour mettre fin au conflit, privant ainsi les commandants des FSR de tout avenir politique. Le pape Léon XIV a souligné dimanche que la solution à 2 États est la seule susceptible de résoudre le conflit entre Israéliens et Palestiniens. Pour la première fois depuis son élection en mai, le pape américain, qui était à bord d'un vol de la Turquie vers le Liban, a indiqué que le Saint-Siège soutient publiquement la proposition d'une solution à 2 États depuis plusieurs années. Depuis son élection en mai, Léon XIV a exprimé sa solidarité avec la terre martyrisée et de Gaza,
extérieur et dénoncé le déplacement forcé des Palestiniens. Il a affirmé dimanche que le Vatican entretenait des liens d'amitié avec Israël et se proposait comme médiateur entre les deux parties. Le président français Emmanuel Macron reçoit ce lundi à Paris son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, qui est sous forte pression militaire et politique au moment où Donald Trump a fait part de son optimisme sur un règlement du conflit avec la Russie. Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche qu'il y avait de bonnes chances pour un accord mettant fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine, après des pourparlers entre Washington et Kiev, à l'issue desquels son chef de la diplomatie, Marco Rubio, est resté bien plus prudent. Qualifiées de productives par les deux délégations américaines et ukrainiennes, ces négociations menées en Floride autour du plan dévoilé il y a 10 jours par les États-Unis, mais jugées trop favorables à Moscou, les Ukrainiens et les Européens n'ont pas accouché d'annonces majeures. Il reste encore du travail, a averti le secrétaire d'État Marco Rubio après cette rencontre. Je pense que la Russie aimerait que cela se termine. Je sais que l'Ukraine aimerait que cela se termine, a déclaré Donald Trump. L'émissaire de Trump, Steve Witkoff, qui a participé aux discussions en Floride, tout comme le gendre du président Jared Kushner, doit de nouveau se rendre à Moscou pour discuter mardi avec le président russe Vladimir Poutine. Par ailleurs, le président français Emmanuel Macron doit recevoir Volodymyr Zelensky de nouveau à lundi à Paris. De son côté, Marco Rubio ne se rendra pas à la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN en début de semaine. Sur le terrain, Moscou continue d'exercer une forte pression militaire. L'armée russe progresse dans l'est de l'Ukraine. Une nouvelle attaque nocturne menée par un drone a fait au moins un mort et 11 blessés dans la nuit de samedi à dimanche près de Kiev. Le président américain Donald Trump a confirmé dimanche avoir eu un échange téléphonique avec Nicolás Maduro, le président du Venezuela, qui dénonce une agression en préparation des États-Unis dans une lettre à l'OPEP. Washington, qui dit lutter contre les cartels de la drogue, a déployé des forces armées depuis septembre en mer des Caraïbes, notamment un porte-avions le plus grand du monde. Il a accentué la pression ces derniers jours en décrétant samedi que l'espace aérien du Venezuela devrait être considéré comme totalement fermé. Le Venezuela est accusé par Donald Trump d'être derrière le trafic de produits stupéfiants qui inondent les États-Unis. Caracas dément et rétroque que l'objectif véritable de Washington est de le renverser et la mainmise sur le pétrole vénézuélien. Le Sri Lanka et l'Indonésie ont déployé ce lundi des militaires pour venir en aide aux victimes des inondations dévastatrices qui ont fait près de 1000 morts et plusieurs centaines de disparus dans 4 pays d'Asie ces derniers jours. Des phénomènes météorologiques distincts ont provoqué des pluies torrentielles sur l'ensemble du Sri Lanka et la grande île de Sumatra dans l'ouest de l'Indonésie, mais aussi le sud de la Thaïlande et le nord de la Malaisie. Arrivé lundi dans le nord de Sumatra, le président indonésien Prabowo Subianto a annoncé que la priorité du gouvernement était désormais d'envoyer immédiatement l'aide nécessaire. Il subit une pression croissante pour déclarer l'état d'urgence national face aux inondations et aux glissements de terrain qui ont fait au moins 500 morts et des centaines de disparus dans l'archipel d'Asie et du Sud-Est. Contrairement à son homologue sri-lankais, le dirigeant indonésien n'a pas lancé l'appel à l'aide internationale. Son gouvernement a déployé 3 navires militaires pour s'apporter de l'aide dans les zones les plus touchées où de nombreuses routes restent impraticables en raison de la boue et des débris laissés par la tempête. Dimanche après-midi, la pluie avait cessé sur l'ensemble du Sri Lanka quand les autorités se sont lancées dans une opération de secours de grande envergure. Au moins 334 personnes ont été tuées, c'est ce qu'a déclaré dimanche l'agence sri-lankaise chargée des catastrophes. Et plusieurs centaines d'autres étaient toujours portées disparues alors que les secouristes déblayaient les routes, bloquées par des arbres tombés et des coulées de boue. Une grande partie de l'Asie est actuellement en pleine saison de mousson, qui entraîne souvent de fortes pluies provoquant des glissements de terrain et des crues soudaines. Bien, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme.